Bonjour à tous, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane. C'est une émission pour vous. Alors, j'ai dit toujours Martinique, Guadeloupe, Guyane. Je sais qu'on nous regarde de beaucoup plus loin, mais nous sommes directement concernés. C'est une émission pour nous, faite par une télévision de proximité. Et pour colorer tout ça, aujourd'hui, j'ai invité le docteur Éric Bidon, qui est pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour, docteur Bidon. Alors, vous le connaissez, le docteur Bidon, il est déjà venu plusieurs fois sur notre antenne. Il a déjà parlé de l'autisme, mais j'ai tenu à ce qu'on en reparle un petit peu aujourd'hui. Même beaucoup, je dis un petit peu, mais beaucoup, parce que plusieurs théories sont proposées sur l'autisme, comment ça apparaît, comment on pourrait le traiter, enfin, voilà. Donc, le spécialiste va nous dire pourquoi. Mais avant qu'il nous dise pourquoi, je suis très très attaché au phénomène microbien, comme vous le savez. L'intestin pour moi joue un très très grand rôle dans l'inflammation en général, et pourquoi pas dans l'autisme. Et j'ai cherché, j'ai trouvé un petit film avec une théorie microbienne que je demande au docteur Bidon de partager avec nous. Au chapitre santé à présent, intéressons-nous à une maladie qui est difficile à déceler et à traiter, l'autisme. Un enfant qui s'exclut du monde, ça représente une souffrance pour lui, bien sûr, et pour sa famille. Les médecins et les chercheurs explorent plusieurs pistes et essayent notamment de s'attaquer aux causes de l'autisme. Corinne Lalo et Olivier Stambach nous parlent de la piste microbienne. Ce petit garçon revient de loin. À l'âge d'1 an et demi, son état se dégrade, il est diagnostiqué autiste. Il savait plus pointer, il savait plus souffler, il faisait que crier, il y a plein de choses qu'il ne savait plus faire. Mais aujourd'hui, je suis comme tout le monde. Pas de retard à l'école. Parfois j'ai des 10 sur 10 à des dictées. Arthur a encore un léger retard de langage et sa maman aujourd'hui peut dire: Il a eu une très très belle évolution. Je suis très fière. De façon assez surprenante, Arthur a été soigné de son autisme grâce à un traitement antimicrobien, car souvent les autistes souffrent de divers problèmes physiologiques. Il avait des symptômes physiques, donc il avait des démangeaisons au niveau de la peau. Il se frottait l'oreille sans arrêt. Il mordillait. Il avait le nez qui coulait en continu. Il avait des transpirations nocturnes très très importantes. Il avait des gros problèmes gastriques. Il était très constipé. Arthur a été pris en charge par le réseau de médecins Chronimed. Ces derniers choisissent de traiter d'abord les problèmes intestinaux et infectieux. On constate que d'abord le problème se règle, le problème organique se règle, mais parallèlement, les parents vous disent l'enfant est beaucoup plus calme. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. On arrête le traitement anti-infectieux, les troubles reprennent. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui perdure et qu'il convient de régler. Tu me donnes ? Très bien. Arthur ? Voici Arthur, 4 mois après le début du traitement. Quels sont les progrès ? Il reste assis. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez. Voilà, il passait d'un enfant qui criait, hurlait, gesticulait, qui avait des frustrations énormes, à un enfant qui était en train d'apprendre. Ça lui a enlevé tous les symptômes physiques qui ont permis à sa prise en charge d'évoluer. Près de 1000 enfants ont déjà été traités avec une majorité de bons résultats. L'axe intestin-cerveau fait partie des nouvelles approches médicales dans l'autisme, de même que le système immunitaire et aussi les hormones. C'est que les maladies commencent tôt. Elles commencent tôt en déviant. Ainsi, une équipe de chercheurs français vient de découvrir que l'hormone qui déclenche l'accouchement est aussi impliquée dans l'autisme. L'hormone, appelée ocytocine, régule le taux de chlore dans les neurones, ce qui a un effet sur une autre hormone du cerveau qui, elle, a une action tranquillisante. Beaucoup de chlore égale beaucoup d'agitation. Donc l'ocytocine a un rôle crucial pendant l'accouchement, pas seulement pour l'accouchement, mais pour protéger le bébé de ce qui pourrait intervenir. Ces chercheurs ont eu l'idée de baisser le chlore avec un diurétique, obtenant un bon résultat chez les autistes. Toutes ces pistes innovantes jettent un éclairage nouveau sur une maladie qui ne fait... Voilà. Je voulais, dans mes recherches, je suis tombé sur ce petit film. Je me suis senti vraiment très très conforté dans le travail que je fais avec d'autres autour de l'intestin et sur la théorie microbienne qui, pour certains, il y en a un millier, comme il est dit dans le film, pour qui ça marchait. Alors, est-ce que ce sont de faux autistes, comme ça peut arriver? Quand je dis faux autistes, c'est que ça pourrait ressembler à une affection qui pourrait ressembler à de l'autisme et qui n'en est pas vraiment. Enfin,
Je vais demander son avis au docteur Bidon. C'est toujours très très difficile de juger sur quelques cas. Ce que j'entendais dans le film qui peut faire hésiter un petit peu, mais sinon ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des images de l'enfant, on voit vraiment que l'enfant est en souffrance. Mais ce qu'on sait, nous, c'est qu'il peut y avoir des évolutions spontanées. Est-ce que cet enfant se serait amélioré tout seul? C'est là toujours la question. Ce qu'on sait, c'est quand même le diagnostic ne peut pas se poser pour l'instant vers 1 an et demi. Et on est plutôt vers 2 ans et demi, 3 ans au niveau du diagnostic. Ceci dit, on a beaucoup de choses bizarres en autisme. Probablement, on l'a déjà dit dans cette émission, probablement qu'il n'y a pas un autisme, mais que peut-être il y a des autismes. On est même de plus en plus sûr, la littérature récente va dans ce sens-là, qu'il y a plusieurs sous-types d'autisme. Alors, qu'il y ait des autistes qui soient réceptifs à un traitement particulier au niveau de la flore intestinale et que ça permette une meilleure absorption, c'est possible. L'idée globale, il faut avoir une vision un petit peu plus globale de tout ça. Je peux donner une image. L'image, c'est on a tous, au niveau de nos cellules, une espèce de grosse bibliothèque immense qui est notre code génétique. Et notre code génétique, c'est comme des livres qui sont rangés bien comme il faut, dans une bibliothèque. Et nos parents nous ont transmis une partie des livres, notre père une partie des livres, notre mère, et puis ça se combine. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qu'on s'est aperçu il y a quand même une vingtaine d'années, c'est que chez certains autistes, c'est comme si dans cette bibliothèque, il y a le livre de recettes pour faire une hormone, par exemple le GABA ou par exemple la sérotonine. Et ce livre de recettes, soit il manque des pages, soit il y a des pages qui sont photocopiées en double. Et donc, si vous mettez du sel une fois et que vous le remettez une autre fois, ça ne marche pas. Donc c'est comme si le livre de recettes était mal écrit et tout ça. Donc ça, on a pu le repérer. Et ce qui est bien au niveau de notre corps, de l'être humain et globalement, c'est que si à un endroit, notre livre de recettes ne fonctionne pas, on peut aller en chercher un autre ailleurs. Et ce qu'on a prouvé, c'est que pour qu'il y ait autisme, il ne faut pas uniquement qu'il y ait un livre qui soit abîmé, mais il faut qu'il y ait plusieurs livres qui soient abîmés. Donc ça, c'est une explication assez facile sur comment ça fonctionne, ces recettes-là qui nous permettent au niveau de nos cellules de créer des hormones, des protéines, les enzymes, la digestion et toutes ces choses-là. Donc là, on fait le lien avec la digestion. Il est possible que dans certains autismes, en même temps que les atteintes cérébrales est liée, d'ailleurs c'est une théorie qui avait été avancée dans les années 90, début 2000, qu'il y ait une modification de la flore intestinale et une modification qui amène une moins bonne intégration, une moins bonne absorption des acides aminés. Et donc des atteintes au niveau cérébral. Ça avait été souligné à un moment quand on pensait que la vaccination de le ROR, rubéole, oreillon, rubéole, oreillon et rougeole était en cause. Des études épidémiologiques ont été faites qui n'ont pas prouvé ça, mais nous, ce qu'on voit dans notre pratique, c'est assez souvent effectivement des enfants avec des enfants autistes ont de grosses difficultés digestives, c'est assez fréquent. Donc il y a cette possibilité-là. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on se dit, les différentes études qui montrent que le taux d'autisme est vraiment de plus en plus important. Au début, on pensait que c'était simplement parce qu'on arrive à mieux diagnostiquer l'autisme. Et là, il y a des récentes publications qui montrent qu'on est passé de 1 sur 88 à 1 sur 68 en 3 ans, ce qui fait quand même une augmentation de 20 à 30% en 3 ans, ce qui est quand même très étonnant. Et de plus en plus d'hypothèses vont sur le fait que ces modifications dont je parlais ne sont pas uniquement transmises des parents, mais sont aussi potentiellement acquises dans le milieu. Donc,
on sait maintenant que le tabac pendant la grossesse, ça c'est important, faut le dire, c'est-à-dire les mamans qui fument ou qui boivent de l'alcool, c'est extrêmement toxique pour le bébé, en particulier au premier trimestre et au dernier trimestre. Pendant la conception, on pense aussi que probablement des modifications au niveau des spermatozoïdes, on a entendu récemment, il y a quelques semaines à la télévision, que le taux de fertilité de la population française est en train de décroître de façon très importante. Quelle est l'explication ? Le problème, on sait que c'est environnemental. C'est ce que nous appelons l'épigénétique. Voilà. Mais quand on dit environnemental, c'est une modification de notre potentiel génétique par l'environnement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure de la bibliothèque, c'est comment est-ce que la bibliothèque, c'est des gènes, on est d'accord, comment est-ce qu'elle est installée. Et ce qu'on voit, c'est que probablement les pesticides, les métaux lourds, toutes les molécules comme le plomb, le mercure, probablement les parations, les diphosphates, les biphénols, tout un tas de molécules bizarres et je dirais non naturelles entre guillemets, viennent perturber l'agencement de notre bibliothèque, ce qui fait que au lieu d'avoir dans la bibliothèque les A à côté, les B à côté des A, on va se retrouver avec les Z ou avec les G et donc tout ça se perturbe et quand une cellule a besoin d'aller chercher de l'information pour créer telle ou telle hormone ou telle molécule, elle se retrouve perturbée et c'est aussi certaines explications au niveau de la progression du cancer. On ne parle pas aujourd'hui du cancer, on parle d'autisme, mais il y a quand même des choses très bizarres, c'est-à-dire qu'on diagnostique le cancer de plus en plus tôt, on a de plus en plus de moyens de le traiter. Et malgré ça, on a de plus en plus de cancers et de plus en plus de décès. Donc alors, rassurez-moi, parce que on a eu des organochlorés en Martinique pendant des années et des années. Est-ce que vous êtes aperçu s'il y avait une progression du nombre d'enfants autistes ? Ça fait quelques années qu'on demande de façon insistante auprès de l'ARS ou de l'ORS de faire de l'Observatoire régional de la santé, de faire des études plus spécifiques au niveau de la population martiniquaise. Il y a des façons de faire, ce qu'on appelle des cohortes. Il y en a qui ont été faites en Californie, il y en a qui ont été faites aux Philippines, au Mexique, dans différents endroits. Les pédiatres ici avaient commencé à faire une étude justement sur ça. Ça demande de gros moyens parce qu'il faut prendre des mamans enceintes sur 2 ou 3 ans, faire tout un tas de tests, de prise de sang, de prélèvements et suivre l'enfant sur plusieurs années. Il y a une étude californienne qui s'appelle Chamacos qui a suivi des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc imaginez 17 années de suivi. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande des fonds et du travail. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté sanitaire et politique d'aller s'occuper de ce genre de problème-là. Donc c'est difficile pour nous, les médecins de terrain, de dire plus, moins. Nous, on a le nez dans la pathologie et dans le soin, et avoir une vision. On sait qu'on en voit plus, on a plus de diagnostics, mais est-ce que c'est parce qu'avant on ne les diagnostiquait pas et que maintenant on les diagnostique, ou est-ce qu'il y a une réelle augmentation ? C'est difficile de savoir. Oui. On peut faire juste une corrélation, mais qui ne s'appuie pas sur grand-chose. Tout à fait. Ouais. C'est c'est le même problème que le cancer de la prostate. Il a fallu des années avant de pouvoir prouver qu'il y avait une augmentation significative. Et même ça, le lien avec les organochlorés est maintenant prouvé. Dans l'autisme, il y a tellement de pesticides, de métaux lourds, de différentes molécules qui sont parlées dans un article du Monde, la possibilité de perturbation des hormones thyroïdiennes. Voilà, ça reste extrêmement flou, et tant qu'on n'arrive pas
à avoir un lien. Là, on a fait une étude récente avec quelques collègues sur tout ce qui a été publié dans la littérature au sujet de l'autisme et du trouble déficitaire d'attention. Et on s'aperçoit que c'est tellement vaste le champ des molécules, des pesticides en particulier, que faire un lien direct entre une maladie et une molécule, c'est extrêmement difficile. Probablement qu'il y a là aussi une sommation, c'est-à-dire que si il y a du chlordécone plus des perturbateurs endocriniens tels que des hormones, on s'aperçoit par exemple que l'obésité est de plus en plus importante, que les modificateurs, ce qu'on appelle les antibiotiques, voilà, les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la nourriture sont aussi des causes. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut dire ça c'est mauvais, ça non. Et probablement... Multifactoriel. Voilà, c'est covariant comme on dit, probablement, malheureusement aussi, que ça se multiplie les uns par rapport aux autres. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'obésité, quand j'entends ce genre de mots. Alors, est-ce que les parents qui sont obèses ont plus de risques d'avoir un enfant ? J'ai pas vu ça dans la revue de la littérature. Moi, j'ai vu ça en quelque part, c'est pour ça que je vous en parle. Ben, ce qu'on sait, c'est que tous les risques augmentent avec l'âge de la grossesse. Ouais. Ça, c'est sûr. Ce qu'on sait, c'est que le plomb, le mercure, le tabac et l'alcool sont des facteurs indéniables de risque d'autisme. Maintenant, obésité, c'est toujours ça le problème, c'est est-ce que c'est lié on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est lié à un phénomène ethnique? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, en Californie, les hispaniques ont plus d'obésité? Et est-ce que c'est lié... Est-ce qu'il y a plus d'autistes chez eux? Non, pas plus que ça. Mais ce qu'on sait, c'est que le lien avec les pesticides est plus important chez les hispaniques et chez les afro-américains que chez les enfants de souche blanche. Européenne, voilà. Oui. Il y a une sensibilité différente? Alors, c'est ça qui est extrêmement bizarre, c'est que comme il y a plusieurs cohortes qui ont été faites dans le monde, il y a une cohorte à New York, il y a 2 cohortes qui ont été faites en Californie, il y a des cohortes au Mexique. Quand ils essayent de reprendre ensemble les différentes études et de voir est-ce que ça va dans le même sens, c'est discordant. Donc on n'arrive pas à avoir de preuves épidémiologiques claires de telle chose égale tel problème égale telle cause. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'une consultation d'autiste, c'est une consultation unique. Oui. Et que chaque enfant autiste est différent. Tout à fait. Alors là, il y a un élément important, c'est une deuxième nouvelle qui, elle, est un petit peu plus positive que ce qu'on parlait sur les pesticides. Mais avant, parce qu'après on va oublier, sur les pesticides, il y a quand même eu une étude il y a 2-3 ans qui reste très inquiétante. Et on est en train de la vérifier un peu par le monde. Je pense qu'on aurait dû la vérifier en Martinique, parce que c'est quand même, on est aux premières loges. Une étude canadienne montre que les femmes enceintes qui ont passé un certain nombre de mois de leur grossesse dans un rayon de 500 mètres d'un champ où sont utilisés des pesticides auraient un risque d'avoir un enfant autiste multiplié par 6 ou 7 par rapport à la population générale. C'est très chaud ça. Mais en Martinique, c'est pas trop difficile, hein, 500 mètres. Hein. Oui, bah oui. Les petites, hein, les 500 mètres sur Vitata. Hein. Tout à fait. Donc, les maisons sont très proches des champs. Tout à fait. Maintenant qu'il n'y a plus d'épandage aérien, il y a peut-être moins de dissémination, mais quand même. Donc je pense que là, on devrait faire des études plus poussées, mais ça a un coût, ça c'est sûr. Et alors je reviens sur la nouvelle un peu plus intéressante et qui confirme ce qu'on s'est dit plusieurs fois ici, c'est qu'il y a plusieurs sous-types d'autisme. Une équipe alors j'ai imprimé le texte, c'est une équipe de l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie
qui a réussi à montrer que grâce à ce qu'on appelle les PET scans fonctionnels, ça s'appelle les fMRI, ça permet, si vous voulez, c'est comme un scanner ou comme une IRM, mais qui est tellement fine qui permet de voir, quand vous pensez à quelque chose, c'est quel circuit qui se met en place et qui s'allume et qui fonctionne. Et ils ont demandé à des gens de penser à dire bonjour. Vous savez, quand on connaît quelqu'un, on connaît bien quelqu'un de notre famille et qu'on se serre et qu'on est un petit peu en contact, voilà, en empathie. Et ils ont repéré quels étaient les circuits et les endroits du cerveau qui s'allumaient à ce moment-là. Et donc ils ont fait une cartographie de tout ça. Et après, ils ont pris 40 personnes sans autisme et 40 personnes autistes, et ils ont fait passer ces 80 personnes-là dans ces machines-là, et la machine a été capable de diagnostiquer l'autisme à 97%. C'est-à-dire qu'en repérant les circuits, ils ont été capables de dire « Ah, là, il y a un problème ». Quand la personne pense à faire un câlin à quelqu'un, elle n'est pas capable de se visualiser elle-même dans la relation à l'autre, ce qui est un des symptômes de l'autisme. Et donc, ça ouvre la porte, c'est une première étude, ça ouvre la porte à l'idée que peut-être, dans 5, 10, 15 ans, ça ne sera plus les pédopsychiatres qui feront le diagnostic de l'autisme, ça sera les radiologues. Mais ce sera juste après l'accouchement ? À partir de quand ? Alors, à quel moment ? Ce qu'ils disent, c'est que ça aussi, c'est un élément extrêmement important à vérifier, parce que c'est une étude sur 40, c'est pas suffisant. Mais eux parlent dans l'article qu'on pourrait probablement diagnostiquer plus tôt, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an, voire entre 6 mois et 1 an. Ce qui serait très intéressant, parce que ça permettrait de mettre en place les outils de stimulation et de remédiation de façon beaucoup plus tôt, et donc qui permettrait, là ce qu'on sait aussi, c'est que si on met en place des manières de fonctionner plus spécifiques pour l'enfant, au niveau de ce qu'on appelle la matière blanche, donc au niveau des différentes structures fonctionnelles cérébrales, il y a une récupération qui est possible. Donc ça, c'est un élément très positif. Ils vont même jusqu'à dire qu'on pourrait utiliser ces aspects-là dans la schizophrénie, dans la dépression. Mais bon, ça reste de la recherche, et il ne faut pas que le public pense que ça va se faire demain et tout ça. Mais dans la dépression, les gens naissent pas dépressifs, ils deviennent dans des circonstances de vie. Donc, je ne sais pas si ce sera d'une grande aide. La schizophrénie peut-être, parce que les signes sont un peu plus précoces. Il y a certaines dépressions qui sont des dépressions ce qu'on appelait avant endogènes et qui apparaissent avec un stress, mais qui sont sur un terrain fragile. Il semblerait que ça pourrait se dépister avec ce système-là. Je suis très au conditionnel, mais il y a quelques articles qui sont sortis là-dessus. Ce qui est intéressant parce que ça fait une dizaine d'années qu'il y a des recherches sur ces aspects-là, et ce que je voyais passer ne m'apportait aucune conviction. Ces 2-3 articles qui viennent de sortir récemment semblent montrer qu'il pourrait y avoir des hypothèses intéressantes. Alors, si jamais des hypothèses comme cela se vérifient, plus l'hypothèse microbienne à laquelle je suis attaché, tous les espoirs sont permis. Oui, c'est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en prévention. Alors là, comme je vous disais, au niveau des différentes molécules de l'environnement, on est un peu dans le flou, on n'arrive pas à prouver. Il faut enlever on sait que le chlordécone, il faut... Mais qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on puisse faire un diagnostic comme celui dont vous parlez pour un enfant de 6 mois ? Certaines difficultés au niveau du contact visuel, ça peut arriver. Une certaine apathie. On retrouve, quand on reprend l'histoire des enfants autistes qu'on diagnostique vers 3-4 ans, très souvent les parents nous disent que c'était des enfants très très calmes, très peu en contact avec les autres, assez facilement repliés. On retrouve cet élément-là. Donc il pourrait y avoir des recherches, et sur certains symptômes, on pourrait dire il faut faire cet examen-là. Par exemple, avant, on ne se préoccupait pas, il y a 10 ans,
de ce qu'on appelle l'attention conjointe. C'est-à-dire, quand un enfant arrive vers 1 an et demi, 2 ans, peut-être même des fois avant, quand il voit quelque chose passer, par exemple un avion dans le ciel ou une voiture dans la rue, il va appeler sa maman ou son papa et il va montrer. Il fait « Ah, l'avion » ou « Ah, la voiture » ou « Ah, voilà ». C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. Et avant, on n'avait pas repéré ce signe-là et maintenant on sait que si un enfant est autiste, il ne fait pas ça, beaucoup moins. Donc ça, c'est un signe qui est repéré maintenant par les pédiatres de l'attention conjointe. C'est très facile, dans le cabinet, si un enfant a un contact un petit peu bizarre, on met un jouet un petit peu plus loin dans le cabinet, et alors qu'on parle d'autre chose et on fait autre chose, hop, on montre à l'enfant, et normalement un enfant éveillé, entre guillemets, suit du regard et repère et même se dirige vers l'objet. Chez les autistes, cet aspect-là est déficient et eux-mêmes ne font pas ce lien d'apporter et de montrer à l'adulte. Dans votre travail au quotidien, il y a combien d'enfants autistes à la Martinique ? Ça, c'est la question qui nous est posée très régulièrement, et justement, on ne peut pas y répondre parce que l'étude n'est pas faite. Et on en discutait récemment avec les responsables au niveau du rectorat. Le repérage est tellement variable qu'il y a des communes où il n'y en aurait pas et des communes où il y en a plein. Alors, on sait que ce n'est pas comme ça. Mais simplement, des fois, les écoles hésitent à signaler, les médecins sont plus ou moins formés, repèrent plus ou moins. Si on pense que l'autisme, c'est uniquement des enfants qui ne parlent pas, qui ont des stéréotypies, on passe à côté d'un certain nombre d'autres pathologies autistiques qui sont moins importantes, je dirais moins sévères, mais qui doivent quand même être prises en charge. Donc on a encore du déficit en Martinique au niveau du repérage, ça c'est sûr. Et puis, est-ce que c'est considéré aussi comme une maladie honteuse, comme les autres ? De moins en moins, grâce aux associations. On a 2 associations particulièrement liées aux parents, c'est Martinique Autisme et Lianage. Il y a aussi l'ADAPI, il y a aussi le CESA d'Assise, il ne faut pas que j'en oublie. Le Rotary aussi qui nous aide beaucoup dans tout ce travail-là. Donc le fait pour les parents d'être soutenus, d'être aidés et de voir qu'il n'y a pas qu'eux qui ont ce problème-là, permet de mieux comprendre. On a tous dans notre environnement familial un autiste où on connaît, ou au voisinage, donc ça commence à être connu et c'est plus vraiment une maladie honteuse, les gens osent en parler. Ce qui devient difficile, c'est quand l'enfant a des troubles du comportement et que ça fait du bruit, ou c'est difficile, ou on n'ose pas sortir. C'est ça le risque, c'est que les parents n'osent plus sortir parce que quand l'enfant se retrouve à la Galeria ou ailleurs, il y a tellement de stimulation que là, il surdose au niveau du bruit, au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. Et là, il se désorganise, il fait une crise et les regards des passants, les parents ont des fois des difficultés à supporter ça. Parlez-moi des parents. Ça ne doit pas être facile au quotidien, hein ? Oui, je pense que c'est difficile. C'est sûr que l'annonce du diagnostic, c'est pour ça que maintenant il y a un centre ressources autistes, c'est que c'est pour que les diagnostics plus difficiles soient faits par ce centre-là, et aussi pour que les parents soient accompagnés. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite expliquer aux parents quels sont les mécanismes qu'on connaît. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et il faut leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place le plus rapidement possible. Et ce que nous, on s'aperçoit dans notre pratique, je dirais quotidienne, c'est que plus les parents sont soutenus par d'autres parents, et mieux ils comprennent ce qui se passe, et plus ils se sentent, je dirais pas affaissés, parce que quand on nous dit ça, quand on dit à un parent votre enfant est autiste, tout de suite
le parent se projette, ben, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, quand je serai plus là, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va pouvoir faire des études, est-ce qu'il va pouvoir se marier, est-ce que, bon, toutes ces questions-là qui sont essentielles. Et que des parents puissent être soutenus, aidés par d'autres parents qui ont déjà vécu ça ou qui vivent ça au quotidien, ça c'est une aide majeure. C'est pour ça que c'est important et que le réseau en Martinique se développe bien à ce niveau-là. Alors, que les parents se rencontrent, intéressant, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que les enfants autistes se rencontrent entre eux? Oui. Là, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents sous-types de pathologies autistiques. C'est sûr que pour certains autistes, rester que entre autistes n'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'on travaille de plus en plus, même dans les hôpitaux de jour, à ce qu'il y ait de plus en plus de contact avec des enfants normotypiques, des enfants normaux entre guillemets. Parce que sinon, ce qu'on s'apercevait il y a encore 10-15 ans, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait une stéréotypie comme ça, un qui ne l'avait pas, on se retrouve à ce qu'il... Voilà, entre guillemets, il l'attrape. Il y a une espèce de capacité, de risque, de mimétisme à se retrouver comme ça. Donc il faut un mimétisme positif. C'est pour ça qu'il y a un combat quand même assez intense et important des familles qui sont bien entendues. Je ne pense pas le rectorat. Bien sûr, les choses peuvent toujours s'améliorer, mais l'intégration scolaire est quand même le but du jeu, c'est d'intégrer au mieux. D'ailleurs, la loi de 2005 l'oblige pour que les enfants soient le plus scolarisés possible. Alors ça, c'est au niveau des enfants qui ont une grosse difficulté. Les enfants soit Asperger, soit autistes de haut niveau, qui est un petit peu ce qui se ressemble. Donc des enfants qui ont des signes autistiques, des difficultés de contact visuel, qui ont des intérêts restreints, qui vont être capables de vous parler pendant 2 heures des dinosaures, mais sortis de là, ils ne sont pas capables de parler d'autre chose, qui ont beaucoup de mal à se faire des amis, qui sont assez souvent ostracisés par les autres, qui ont un contact un petit peu difficile, qui ne comprennent pas l'humour, qui voyaient des signes de ce type-là. C'est intéressant qu'ils se rencontrent entre eux parce que de pouvoir partager le fait qu'ils ne sont pas tout seuls et que d'autres ont le même problème qu'eux est souvent très aidant. Et ils aiment bien se rencontrer, pas que, mais des fois, ils sont demandeurs de ces rencontres-là, elles se passent bien et des fois, ils arrivent à s'aider les uns les autres. Et nous, on a aussi des adultes qui ont cette pathologie-là. Et on aime bien que les adultes viennent aussi aider les plus jeunes à dire ben oui, regardez, j'ai vécu ça et voilà, on peut peut-être avec tel ou tel moyen dépasser cette difficulté-là. Vous avez eu dans votre patientèle des enfants qui étaient des autistes comment vous appelez, de haut niveau, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? On en a écouté à tous les niveaux. Ils se sont... Je pense à un qui est ingénieur, je pense à... on en a qui sont... Ils s'intègrent. Oui, alors généralement, ils ne prennent pas de travail très social. Ils sont assez bons en ordinateur et assez peu enclins à faire médecine, par exemple. Il y en a. Oui, il y en a. Mais alors en médecine, ils ont plutôt intérêt à faire des choses très carrées, radiologie par exemple, anapatologie ou des choses comme ça, où le contact avec l'humain est un peu moins difficile parce qu'ils ont beaucoup de mal à repérer tout ce, comme je disais tout à l'heure, humour, non dit. Vous voyez, si je dis quelque chose de triste mais en souriant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'humour? Les niveaux de compréhension sont difficiles à capter pour eux. Parce qu'au niveau de tout ce qui est de l'intégration sensorielle des différents sens, ils ont du mal, et de percevoir les sous-entendus et de percevoir ce que nous, tout naturellement, on perçoit, ils ne l'ont pas. Alors, en général, où ils se situent dans la fratrie? C'est le premier enfant, le deuxième enfant? C'est souvent des garçons? Oui, alors c'est 4 à 5 garçons pour une fille. selon les études, mais on est dans quand même un ratio, un taux de garçons beaucoup plus important.
Dans la fratrie, on n'a pas de... J'ai regardé récemment, moi j'ai pas retrouvé d'études significatives qui diraient que le premier, deuxième, troisième... Alors il y a le fait est que plus la grossesse est tardive, plus le risque est important. Donc peut-être que les derniers ont plus de risques d'avoir une pathologie autistique. Malheureusement, il y a des familles, moi je connais des familles où il y a 2 autistes, voire 3, j'ai déjà vu des familles avec 3 autistes dans la famille. 3 autistes. À des niveaux différents. Oui, bien sûr. À la télévision, on voit un autiste de haut niveau. C'est ça, dans une série télévision. C'est bien, c'est très bien qu'on puisse intégrer justement que les séries télé ne soient pas que des beaux monsieur en costume avec des belles madames, et qu'on puisse intégrer un peu tout un chacun avec ses qualités et ses difficultés, ses handicaps entre guillemets, et voilà. Alors vous qui connaissez bien l'histoire, est-ce qu'il joue bien son rôle? Oui, j'ai trouvé, j'ai pas beaucoup de temps, mais ce que j'ai vu, aussi, je regarde de temps en temps. Voilà, ce que j'ai vu était il finit par me fatiguer un moment, mais en fait. Mais c'est assez bien fait. C'est assez bien fait, et je pense qu'ils ont des bons conseillers pour faire. Quel est le risque qu'il a dans la vie de tous les jours d'avoir les mêmes attitudes après? L'acteur? Non, regardez Dustin Hoffman quand il a fait Rain Man. Mais il a fait Rain Man. Non, mais lui, c'est une série. Oui. Le type, il fait ça tout le temps, quoi. Non, tout le temps. Non. Parce que c'est comme on est capable, un acteur, c'est comme un acteur qui va jouer la personne déprimée. Je pense pas qu'il va déprimer. Non, mais il fait une fois, oui, mais lui, il fait ça en permanence. Je sais pas, il faudrait lui demander. Ça pourrait être intéressant. Il fait ça en permanence. Quel est le diagnostic ici est fait à quel âge? Vous disiez 2 ans, mais ça peut être... Oui, c'est entre 2 et 3, parfois un petit peu plus tard quand les signes sont plus difficiles à repérer. Mais ça, on a quand même beaucoup progressé grâce aux formations des pédiatres, aux repérages qui ont été faits grâce au CRA et aux équipes de l'hôpital de Colson, et des formations qui ont été données aussi ici. Je pense que le repérage se fait bien maintenant. On a des outils, des petits questionnaires. Les garderies, les directrices de garderie nous envoient assez fréquemment les contacts des parents, des enfants qui ont... Et ce qu'on voit tout le temps, c'est que assez souvent, les parents ont déjà repéré quelques signes et sont déjà allés sur Internet voir et ont déjà une certaine inquiétude par rapport au vécu de la relation avec leur enfant. Alors, quelles sont les structures d'accueil? Alors c'est bien, vous avez décidé avec votre équipe, avec d'autres, d'intégrer les enfants dans un circuit scolaire normal, ce qui peut être pas très très facile. En dehors de cela, est-ce qu'il y a des structures d'accueil? Des associations jouent un rôle? Comment les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés normalement, est-ce qu'il y a des structures qui leur permettent d'avoir une évolution convenable? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le diagnostic est fait. Les diagnostics complexes, c'est-à-dire ceux où il y a plusieurs éléments, où ce n'est pas très évident, doivent être faits par le CRA, le Centre Ressources Autisme. Les diagnostics plus simples sont faits soit par les pédiatres, soit par les pédopsychiatres dans les différents centres médico-psychologiques, ou parfois dans les PMI, il peut y avoir des signes comme ça, et les pédiatres peuvent poser le diagnostic. Et ce qui est très important, c'est que le plus rapidement possible, les outils j'allais dire de prévention, non, les outils de soins, c'est-à-dire généralement les autistes, ce qu'on utilise, c'est les pictogrammes ou les dessins. Il faut mettre en place très rapidement une façon de parler autiste pour pouvoir communiquer avec eux et rentrer en contact de façon le plus positive et aider à récupérer les pertes au niveau social et au niveau comportemental. Donc ça, c'est important que les choses soient mises en place très tôt. Il y a une équipe en Martinique qui s'appelle le GIR, le groupement d'intervention en réseau, qui s'occupe d'une 20aine d'enfants. On a demandé à ce que ça puisse être triplé. On est en attente, on espère que les budgets vont être donnés pour ça, parce que pendant la première année après le diagnostic, ça permet tout de suite de donner aux parents, à l'école ou à la garderie ou aux proches, aux enseignants et tout ça,
tous les mêmes outils. Ça permet à l'enfant de pouvoir se développer le plus rapidement possible. On sait que c'est efficace. Il y a le GIR, après il y a d'autres structures comme le CESA d'Assise, l'ADAPI qui est en train de développer aussi des structures. Martinique Autisme est en train de développer une unité d'enseignement maternel pour 7 enfants. Donc on regrette un peu que ça soit uniquement une expérience à un seul endroit, il faudrait que ça soit bien plus développé, et cette unité-là se fait dans une école. Donc ça, c'est vraiment important que ces unités-là, dans une école maternelle, et que ça puisse être intégré dans le milieu et que ça ne soit pas sur un modèle, je dirais, asilaire, c'est-à-dire on replie les enfants sur eux et tout. Bon, une fois qu'on sait ça, il y a certains enfants qui n'arrivent pas à accéder au langage, qui n'arrivent pas et qui ont quand même des troubles des comportements qui font qu'on ne peut pas scolariser. À ce moment-là, il y a les hôpitaux de jour du Sage-Colson, il y a les Martinique Autisme, différentes structures qui développent, et ça, c'est géré par ce qu'on appelle la MDPH, la maison de la personne avec handicap, qui eux, selon le niveau de pathologie et de problème de l'enfant, vont trouver la ressource. Bien sûr, on manque de ressources, mais je dirais qu'en Martinique, on a beaucoup progressé et que c'est plus trop pour les petits-enfants qu'on a des manques. Les mamans qui vont m'écouter vont dire que j'exagère. Mais bon, ça a quand même beaucoup progressé en 10-15 ans. Par contre, on a un gros problème, c'est pour après 20 ans. C'est-à-dire qu'un nombre important de structures sont présentes là jusqu'à 20 ans. Et après, un nombre significatif de parents se retrouvent avec leur enfant autiste non scolarisable qui n'a pas eu je dirais, de capacité à pouvoir s'insérer dans la société au niveau professionnel et qui se retrouve à la maison avec pas ou peu d'activités. Ça, il y a le SACEDA, qui est un organisme de Martinique Autisme, qui s'occupe de faire des activités et tout ça, mais c'est malheureusement insuffisant. On en a parlé déjà, mais je pense qu'il faut développer absolument des projets de job coaching, d'intégration des autistes dans l'agriculture, dans la société de façon plus globale. Il y a des familles qui sont obligées de garder leurs enfants jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des parents qui sont obligés de quitter leur travail pour rester avec leurs enfants? Tout à fait, oui. Malheureusement, oui. C'est commun. Oui. Chez les enfants qu'on n'arrive pas à scolariser. Oui. La mère, c'est souvent la mère qui l'a sacrifié. Oui. Et si elle est toute seule, la maman, comment elle fait? Il y a des mères célibataires qui se retrouvent comme ça. Tout à fait. Avec des enfants autistes. Oui. Et on a des mamans qui sont obligées d'arrêter de travailler. On les encourage à ne pas le faire parce que ça favorise une espèce de, je dirais, de symbiose et de repli sur soi et tout ça. Donc nous, on pense que c'est plus intéressant mais des parents, imaginez-vous, avec un grand enfant autiste qui a 20 ou 21 ans, n'a plus de place où aller. Vous n'allez pas le laisser tout seul dans la maison. Nous, je pense à un qui avait de gros troubles du comportement et qui, sans surveillance, pouvait sauter par le balcon ou faire des choses un peu délicates. Donc quelques parents, malheureusement, sont obligés de sacrifier une partie de leur vie professionnelle. Oui, j'ai connu des parents qui ne dormaient pas du tout, avec des enfants qui hurlent pendant toute la nuit parce qu'ils ont mal. Enfin, ils ont des douleurs qu'ils ne peuvent pas exprimer en dehors des cris. Oui, tout à fait. Et les troubles du sommeil sont assez fréquents chez les enfants autistes. On a, nous, alors possiblement au niveau intestin, il y aurait des choses à faire. Nous, on a quand même repéré une très nette amélioration avec certains traitements au niveau de la mélatonine. Ce qui se passe, c'est que les enfants autistes, quand ils s'endorment, ils s'endorment, je dirais, épuisés. Très souvent, ils ne décodent pas la sensation de sommeil. Nous, quand on commence à avoir sommeil, on a les paupières qui deviennent lourdes, on a le cerveau qui tourne un peu au ralenti, on commence à sentir une espèce de lourdeur, mais eux, ils ne le décodent pas. Donc même s'ils le ressentent, ils ne comprennent pas
que ça veut dire sommeil et que ça veut dire aller au lit. Donc, il continue à tourner un petit peu comme les piles Duracell, là, boum, 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 il continue jusqu'à pouf, il tombe. C'est pour ça que des fois, il y a des enfants autistes, les parents n'arrivent pas à les installer dans leur chambre, parce qu'ils n'arrivent pas à les faire dormir. Donc les enfants vont dans le lit parental, tous les problèmes que ça génère. Et on a aussi, moi j'avais une petite fille, elle se couchait comme ça, bien fatiguée à 11h du soir. À 2h du matin, elle se réveille, que ça soit pipi ou que ça soit un bruit. Puis elle se réveille, les yeux sont ouverts. Dans sa tête, elle est réveillée, tout le monde doit être réveillé. Donc on a beau lui dire, ben non, c'est pas l'heure et tout ça, ben elle se lève, elle va jouer, donc les parents... Donc la mélatonine, qui semblerait-il est aussi mal synthétisée, je reprends mon exemple tout à l'heure de la librairie, probablement un certain nombre d'autistes n'arrivent pas au niveau cérébral à sécréter cette hormone de l'endormissement, n'ont pas cette hormone-là, et en utilisant de la mélatonine de synthèse, on arrive vraiment bien à améliorer. C'est ce qu'on prend pour le décalage horaire, c'est exactement pareil. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si moi, quand je prends l'avion et que j'ai du décalage horaire, je prends un 5 mg de mélatonine. Et chez les enfants autistes, ma pratique m'a montré qu'il fallait des dosages plus importants. Mais ça a changé la vie d'un nombre significatif de parents qui dormaient 3 heures. Moi, j'avais des parents qui se relayaient pour dormir parce qu'il fallait tout le temps qu'ils soient sur le pied de guerre parce que l'enfant dort. Alors, il y avait la technique de mettre l'enfant dans la voiture et d'aller tourner en voiture pour essayer de l'endormir. Pendant la nuit. Mais nombre de parents se retrouvaient à rouler comme ça pendant une demi-heure. Ils revenaient, l'enfant dormait dans la voiture, ils le mettaient dans le lit, pouf, il se réveillait. Donc, mais la mélatonine qu'on retrouve, on peut en trouver dans certaines pharmacies, maintenant est assez... on en trouve de plus en plus facilement. Alors, je suis content que vous parliez de tout ça, parce que la mélatonine, le précurseur de la mélatonine, c'est la sérotonine. Oui. Et 80% de la sérotonine est synthétisée au niveau intestinal. Oui, tout à fait. Donc la théorie microbienne tient bien la route. Tout à fait, tout à fait. Il y a des... si vous voulez, je pense qu'en fait, les théories sont... on est dans quelque chose qui est circulaire. C'est-à-dire qu'un petit bout explique tel petit bout, explique tel petit bout, et probablement qu'il n'y aura peut-être pas de théorie unique de l'autisme, mais qu'il y aura plusieurs choses qui s'embrayent les unes les autres, qui s'embriquent, les unes entre les autres et qui expliquent les choses. Donc probablement des modifications génétiques plus des modifications environnementales amènent des modifications au niveau de la flore intestinale qui permettent à certaines bactéries de se développer, qui bloquent la digestion de certains acides aminés, qui renforcent les problèmes au niveau cérébral, qui, vous voyez, c'est tout un espèce de cercle vicieux, et quel que soit l'endroit par lequel on rentre, là on voit tout à l'heure dans le petit film les enfants qui sont améliorés par des aspects de traitement microbien, l'important c'est d'inverser le cycle négatif et de faire un cycle positif. Si par exemple, nous on s'est aperçu qu'en traitant certains enfants avec de la mélatonine, ils dormaient mieux, donc ils arrivaient le lendemain à l'hôpital de jour plus en forme, moins de crises, plus de capacité à apprendre, avec en même temps utilisation des pictogrammes qui fait qu'ils sont moins tendus, qui savent qu'est-ce qui va se passer dans la matinée, il y a plus de prédictibilité. Au lieu d'avoir un cycle négatif, on va dans le sens d'un cycle positif. Je crois que nous allons nous arrêter là. Je suis content, on a commencé par la théorie microbienne et on termine dessus. Oui. La sérotonine, je rappelle, c'est 80%. Elle est intestinale à 80%, précurseur de mélatonine, donc peut-être une des clés. Tout à fait. Merci Dr Bilan d'être venu aujourd'hui. Et puis vous savez que de temps en temps je vais vous solliciter encore. Pas de problème, on reparlera de ça ou d'autres choses. Bonne fin de séjour, je crois que vous partez bientôt. Oui, je dois m'absenter un petit peu, mais je serai là plus tard. À la prochaine fois. Merci, au revoir. Bye bye.